Coucou, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter, une fois n'est pas coutume, 3 livres de SFFF, donc de science-fiction, fantasy, fantastique, féministe. Et en plus, écrits par des femmes, donc c'est parfait. J'avais déjà fait ça à peu près l'année dernière, à la même période, donc sur cette chaîne. Et je vous remettrai ça en barre d'informations ou dans le petit i. C'est un genre de littérature que j'aime particulièrement lire parce que pour moi, il représente la fusion, la rencontre de tout ce que j'apprécie, donc à savoir de la SFFF. Vous le savez, c'est quelque chose que je lis énormément sur cette chaîne de plus en plus et je suis très contente. C'est un genre que j'apprécie également parce qu'il nous permet d'aller découvrir d'autres univers, d'autres mondes et donc à travers ces univers-là d'aller questionner le nôtre, de remettre en cause certains éléments qui nous paraissent pourtant a priori naturels et c'est souvent plus facile, en tout cas je trouve, d'entrer dans ces questionnements sur notre univers en passant par des ouvrages de fiction, de SFFF que par des ouvrages de sociologie. Cependant, la SFFF a été longtemps quand même dominée par des hommes, par des écrivains comme tout champ littéraire et comme souvent les champs artistiques. Et j'ai du mal à aller me confronter à de la SFFF dont les thèmes sont pas féministes ou en tout cas sexistes, où il y a une grande part de racisme, où la planète est maltraitée, voilà, où l'écologie n'a pas une place dominante. Et j'essaie de plus en plus d'aller vers des ouvrages de SFFF féministes, antiracistes et écologiques, parce que c'est des thématiques qui me sont chères, des questionnements qui sont importants pour moi, pour ma construction, et donc que j'aimerais revoir, retrouver dans mes lectures. Bref, trêve de bavardage, je vous présente donc mes 3 livres de SFFF féministes de cette saison numéro 2. Le premier est un livre que j'attendais avec impatience parce qu'il est écrit par Lorraine Bastide. Lorraine Bastide, c'est une journaliste féministe. Elle est surtout connue pour son podcast La Poudre, dont j'ai déjà parlé sur cette chaîne, et aussi pour 2 essais, dont un que j'avais présenté, il me semble, sur cette chaîne. Pareil, je vous remettrai tout ça. Donc le premier essai, c'est Présente, et le deuxième essai, c'est Futur. Et là, elle s'essaie à un nouveau genre littéraire, elle s'essaie à de la fiction. Et donc, voici 2060 de Lorraine Bastide. Publié, et c'est important de le souligner, dans la nouvelle collection Nouvelle Lune au Diable Vauvert, qui est une collection féministe. Il n'y a que 2 livres, il me semble, parus dans cette collection, et le livre de Lorraine Bastide est le deuxième. Le livre est très très court, 90 pages à peu près, et c'est un roman d'anticipation, et donc pour moi un roman de SFFF, plutôt de fantaisie ici. Lorraine Bastide va raconter dans ce court texte et très poignant, mais j'y reviendrai plus tard, la dernière journée, heure par heure, d'une militante féministe, écologique, antiraciste. Et c'est sa dernière journée parce qu'en fait c'est la fin du monde, on le sait. Et donc elle se prépare à cette fin du monde, à cette dernière journée. Et ces tâches quotidiennes qu'elle effectue dans une grande solitude lui permettent en fait de se souvenir de ses moments passés, de son histoire, de son vécu, et donc c'est ça qui nous est également raconté. Évidemment que la dimension écologique est fondamentale dans ce livre-là, dans ce roman, parce que c'est la fin du monde, et cette fin du monde est due au réchauffement climatique. Et tout le long du livre, on va parler des conséquences du réchauffement climatique, de la disparition des espèces, de la montée des eaux, comment ça va transformer du coup l'habitat des hommes, des humains. Par exemple, ici, elle est obligée de se déplacer de maison en maison qui ont été surélevées sur des pilotis avec un paddle. Donc il y a toutes ces questions écologiques dans leur aspect théorique de qu'est-ce qui se passe, essayer d'aller les comprendre, mais aussi dans leur aspect plus pratique, si je puis formuler cette distinction ainsi, parce qu'elle va avoir des conséquences sur la manière de vivre des êtres humains. Par exemple, il y a un couple d'oiseaux, et je ne sais plus du coup l'espèce, qui est présente dans l'arbre du jardin de notre protagoniste, et c'est la dernière espèce d'oiseau
et ça va changer radicalement le rapport à la nature que peut avoir notre héroïne. C'est un roman également féministe, comme je le disais, puisque l'héroïne est investie dans une révolte, une révolution féministe, notamment par essayer de contrer la propagande très viriliste de ce gouvernement. Elle a pris part à des luttes plus ou moins armées. Ce qui est intéressant avec ce volet féministe, et qu'il n'y a pas dans le volet écologique, parce qu'en fait on sait qu'il y a un réchauffement climatique et il y a quand même très peu de débats sur la question. Dans le volet féministe, il y a des dissensions entre les personnages féminins que l'on rencontre, donc toujours du point de vue de la narratrice qu'on suit. Mais ces dissensions sont écrites, sont montrées, et j'ai trouvé ça très intéressant parce que ça pose des questions sur quel féminisme, dans quel but, pourquoi. Et elle arrive à faire ça de manière vraiment très convaincante, en encore une fois très peu de pages. Ce roman est donc très poignant. Premièrement parce qu'il parle de sujets assez difficiles, la fin du monde, l'écologie, la solitude, le féminisme, et parce que cette dernière journée d'une condamnée, parce qu'on sait qu'elle va mourir, est vraiment bouleversant dans les émotions qui sont pas que négatives, et c'est ça qui est important. Il y a aussi énormément de dimensions positives à ce que peut ressentir notre protagoniste, notamment parce qu'elle se souvient de la joie qu'elle a eue à vivre, parce qu'elle se remémore l'amour, l'amitié, et également parce qu'elle s'est préparée à cette fin du monde. Bref, j'en dis pas plus, mais en tout cas, ce roman m'a vraiment bouleversée, m'a vraiment touchée. Je l'ai lu d'une traite, et c'est pour moi parfait. Si vous voulez débuter peut-être la SFFF, parce que c'est quand même pas très compliqué comme univers à comprendre, c'est juste notre univers, dans un futur en 2060 probable, malheureusement. Et la dimension politique du féminisme et de l'écologie est capitale, essentielle, et c'est pour ça que j'ai commencé par lire ce premier livre et que j'ai ouvert cette vidéo avec ce premier livre-là. Alors sur la 4e de couverture du livre de Lorraine Bastide de 2060, il y est écrit qu'on retrouve une ambiance à la fois mélancolique et poignante, ça c'est ce que je vous disais, qui évoque Charlotte Perkins Gilman, et c'est le 2e livre que j'ai lu. Alors je pense que la 4e de couverture, ou que Lorraine Bastide ne fait pas référence à celui-là de Charlotte Perkins Gilman, mais plutôt à La chambre jaune, au papier peint jaune, je ne sais plus exactement le titre, qui est un ouvrage dans lequel Charlotte Perkins Gilman décrit sa solitude et le fait que les médecins lui ont conseillé de ne rien faire et d'être alitée toute la journée. Et donc elle regarde ce papier peint jaune d'une chambre et elle écrit sur cette solitude-là. Je pense que c'est plutôt à ce livre-là que fait écho la 4e de couverture du livre de Lorraine Bastide, mais moi je vais vous présenter un autre livre, Erland, donc de Charlotte Perkins Gilman. C'est une autrice américaine, elle est considérée comme une pionnière de la sociologie qui a été extrêmement impliquée dans le mouvement féministe américain de par ses actions et par ses ouvrages. Donc je vous disais, son ouvrage le plus connu c'est Le papier peint jaune, et là dans Erland, elle va s'essayer à de la fantasy science-fiction, et ce livre-là est considéré comme l'un des pionniers de la littérature de l'imaginaire féministe, on va peut-être le formuler ainsi. Il est paru en 1915, donc quand même il y a plus de 100 ans, et qu'il n'a pas connu un succès très important à sa sortie, mais surtout qu'il a été très vite oublié, et que c'est les féministes des années 60 qui l'ont redécouverte et qui l'ont remis à jour. Encore une fois, l'invisibilisation des femmes est présente. Et en France, il faut attendre les années 2000 pour que ce texte soit traduit et publié en français. Donc là, je l'ai dans la collection Pavillon Poche de Robert Laffont. On est dans un genre totalement différent du livre précédent, 2060 de Lorraine Bastide, puisqu'ici, on est plutôt dans une utopie féministe. On va suivre l'histoire de 3 Américains, et oh mon Dieu, qu'ils sont insupportables, j'y reviendrai, qui sont des hommes blancs bourgeois aventuriers, vous voyez où je veux en venir, qui découvrent un peu par hasard et en même temps en l'ayant cherché, Erland, qui est un pays dans les États-Unis,
qui fait la taille de la Hollande, donc des Pays-Bas, et ce pays est peuplé exclusivement de femmes. Et ils vont du coup découvrir ce pays et ça va être pour nous l'occasion d'apprendre davantage sur ce pays. Bref, ça c'est pour le point de départ. Je pense que l'ouvrage est davantage destiné, enfin je sais pas à qui est destiné cet ouvrage et c'est ça qui m'a quand même perturbée. Est-ce qu'il est destiné à être lu par des féministes? Et dans ce cas-là, il y a des choses qui m'ont chagrinée. Ou est-ce qu'il est davantage destiné à être lu par des hommes, peu au fait du mouvement féministe, surtout en 1915? Et dans ce cas-là, je comprends. Et du coup, je suis un peu partagée sur quelle analyse adopter et vous présenter là de suite en vidéo. En fait, ces 3 Américains blancs bourgeois vont être nos narrateurs, surtout l'un qui est sociologue, ce qui est quand même bien pratique quand on va découvrir une autre société et pour remettre en question les préjugés sur la nôtre. Donc on est avec leur point de vue. Eux vont être confrontés à cette nouvelle société qui est vraiment aux antipodes de la société américaine du début du XXe siècle. Très bien. Le problème c'est que leur point de vue est, oh mon Dieu, épuisant à lire. C'est d'un sexisme incroyable, c'est d'un racisme monstrueux. C'est horrible. Il y a un des personnages qui est horrible, qui traite les femmes vraiment comme des objets sexuels, qui va d'ailleurs essayer d'en violer une des femmes sous prétexte que les femmes, elles aiment bien être maltraitées sexuellement. Bref, c'est horrible. Et donc je comprends bien l'intérêt littéraire d'écrire avec ce point de vue de l'homme américain un peu traditionnel, blanc, bourgeois, pour accentuer le contraste avec Ireland, mais en tant que lectrice, et du coup lectrice qui a de plus en plus de mal avec ce point de vue-là et qui essaie justement d'aller lire de la SFFF féministe pour ne plus la voir, c'est très dérangeant. Donc l'intérêt, il est très compréhensible. Après, en termes de lecture, le ressenti fait que j'ai souffert. J'ai souffert de lire pendant quasiment 300 pages ce point de vue blanc, hétérosexuel, bourgeois, voilà. Pour le pays de Heartland, donc on le découvre à travers les yeux de ces personnes. C'est un pays très paisible, c'est un pays civilisé, c'est un pays surtout où les normes et les valeurs sont inversées. Il n'y a pas de volonté de domination, il y a une reconstruction des normes familiales. Voilà, il y a vraiment une réflexion sur le féminisme à travers le pays qu'elle a pu développer, imaginer, construire dans ce livre-là. Les femmes se reproduisent par parthogenèse, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas besoin de partenaire masculin ou mâle pour se reproduire. Toutes les filles sont les filles d'une mère, et en même temps, donc d'une mère singulière et identifiée, mais en même temps, toute la communauté fait famille. Il y a une religion basée sur la déesse de la maternité. Vraiment, la maternité est au centre de ce pays. Il y a une réflexion sur le bien vivre, le comment vivre, et aussi sur l'écologie, même si c'est loin d'être le thème central, sur comment avoir une population qui vit bien au sens d'avoir suffisamment de nourriture, de quoi se vêtir, se loger, mais aussi en termes de bien-être moral et psychologique. Il y a une réflexion sur la nature, sur qu'est-ce qu'on peut demander à la nature, la surpopulation, la différence, on sent un peu les propos de l'époque, notamment sur les théories malthusiennes, sur la surpopulation, donc trop d'habitants comparés aux ressources de la nature. Donc ça, c'est un thème qui est vraiment mis en avant. Un autre thème qui est mis en avant et qui, pareil, je trouve qui marque bien l'époque, ou du moins les idées de l'époque, qui est un petit peu peut-être daté aujourd'hui, je sais pas trop, c'est la question de l'amélioration recherchée des êtres humains. Vraiment une amélioration qui est volontaire, qui passe par l'étude un peu, cette dimension très scientifique. C'est intéressant de la voir. Après, encore une fois, c'est écrit au début de la Première Guerre mondiale. On sait ce que ça risque d'entraîner par la suite. J'ai passé un bon moment de lecture, mais encore une fois, ce point de vue-là des 3 Américains m'a vraiment exaspérée. Après, j'ai trouvé que la construction du monde de Heartland était quand même très, très intéressante, même si, à mon sens, elle n'était pas suffisamment développée. J'ai trouvé que le contraste était pas suffisamment exploité, notamment sur la religion.
et on est plus dans une remise en question du mode de vie de ces 3 Américains, enfin en fait de 2 d'entre eux plutôt, que sur une réelle description et implication dans cet univers, dans ce pays qui est Irlande. En fait, j'ai trouvé que cette opposition, elle servait juste à questionner notre société, ce qui est déjà extrêmement bien, et qui peut être un premier niveau de lecture, et c'est peut-être ce que l'autrice a déjà voulu faire, et je pense qu'à l'époque c'était quand même exceptionnel. Mais moi, ce qui m'a manqué, c'est des clés pour imaginer ce futur féministe qui est quand même présenté de manière, je trouve, superficielle. Parce qu'une fois qu'on a compris que le féminisme c'était prendre soin les unes des autres et de toutes les communautés, qu'elles soient humaines et animales, prendre soin de la planète, etc., très bien, mais qu'est-ce qu'on en fait ? Qu'est-ce qu'on fait quand il n'y a plus de domination, quand il n'y a plus d'oppression ? Il manquait l'étape d'après. Et je vais revenir juste une minute sur Lorraine Bastide. C'était quelque chose qu'elle faisait dans son essai Futur, qui était vraiment incroyable de ce point de vue-là, parce que justement, elle utilisait elle réfléchissait sur l'étape d'après. Une fois qu'on a compris qu'il y avait sexisme, oppression, qu'est-ce qu'on fait après, quelle société on veut créer. Et je trouve que là, c'est esquissé dans Heartland et à mon sens pas suffisamment développé. Donc j'étais très contente d'avoir lu ce livre pionnier du féminisme américain, comme c'est écrit en haut du livre. Je suis très contente d'avoir découvert La plume de Charlotte Perkins Gilman. J'ai très envie d'aller lire Le papier jaune, mais le moment de lecture n'était pas incroyable. J'ai eu vraiment du mal à me faire à ce point de vue, encore une fois, de ces 3 Américains. Et pour moi, il manquait un peu de consistance dans ce livre-là. Le 3e livre que je vous propose dans cette série de livres, je lis 3 livres de SFFF, donc plutôt de la fantaisie féministe. Il s'agit de La fin des hommes de Christina Sweeney Byatt. C'est une autrice anglo-saxonne, je ne sais pas de quelle nationalité elle est. Et dans ce livre-là, elle s'inspire délibérément du Covid pour nous peindre une fresque de personnages, une galerie de personnages, de femmes qui va être touchée par le fléau. Donc le fléau directement inspiré de la crise du Covid est un virus extrêmement mortel qui se transmet très rapidement aux hommes et aux hommes uniquement au sexe masculin. Et donc on va avoir dans le monde une disparition, une mort subite de 90% des hommes. Donc on va se retrouver dans un monde sans hommes et nous allons suivre une galerie de personnages, des personnages donc féminins, anglo-saxonne, donc principalement d'abord une médecin en Écosse qui a soigné le patient zéro, qui a été en contact, disons, avec le patient zéro, une journaliste anglaise, une épidémiologiste canadienne, une journaliste américaine, voilà. Et on a une galerie de personnages qui ont en commun d'être des femmes et surtout des femmes touchées par le fléau, qui ont perdu des êtres proches, des hommes en l'occurrence, et qui vont raconter, qui vont vivre dans cette épidémie-là. Donc le fléau explique la disparition de 90% des hommes et on se retrouve dans un monde où les hommes sont une ressource rare. Ici, il y a énormément de points communs avec le Covid. On a la gestion politique de la crise. Est-ce qu'il faut confiner la population? Comment on vit l'après-confinement? Quelles normes on met en place? Quelles règles? On va voir que ça va aller très loin, vu qu'il va y avoir des fils de rationnement alimentaire. Il y a aussi toute la dimension du confinement, la solitude, comment faire face à la peur aussi, qui est là, à l'angoisse qui étreint les êtres humains parce que les hommes ne savent pas s'ils doivent mourir ou pas, s'ils vont mourir ou pas, les femmes ne savent pas si elles vont perdre les hommes de leur famille. C'est très angoissant, surtout qu'au début, il y a une énorme incertitude qui va peser sur le Royaume-Uni, sur l'Écosse principalement, puis après sur l'ensemble des pays. Et on a aussi toute cette dimension féministe d'un homme sans homme et qu'est-ce que ça va poser comme question. Et du coup, cette disparition des hommes, c'est le prétexte que choisit l'autrice pour aller dénoncer le sexisme dans notre société. C'est un livre qui résonne énormément avec la crise du Covid, donc ça c'est un premier trigger warning. Un deuxième trigger warning, mais vous le sentez forcément arriver,
c'est la mort. Il y a énormément de morts dans le livre. Encore une fois, 90% des hommes meurent. Mais surtout, on a une personnification de la mort parce qu'on va suivre des femmes qui perdent leur mari, leurs enfants, leurs frères, et on va suivre leur processus de deuil, leur processus de reconstruction. Et c'est très émouvant, et moi, j'ai pleuré un nombre de fois incalculable dans les premières pages du livre. J'ai trouvé que la gestion de ce fléau en termes de gestion narrative était vraiment bien menée, que cette galerie de personnages était très intéressante parce qu'elle nous permettait d'avoir un éventail de ce que c'est qu'être une femme, une multitude de définitions de ce qu'est être femme, de leur rôle, de leur gestion des émotions, de leur gestion face à la crise ou de leur non-gestion en fait, un rôle actif si on pense au médecin, à l'épidémiologiste, un rôle plus en retrait, un rôle juste de sauver sa vie, etc. Donc ça, j'ai vraiment apprécié cette multitude en fait de personnages qui vraiment sort du stéréotype de ce qu'est être une femme. Avec un petit bémol, c'est qu'on suit quasiment que des personnes hétérosexuelles et avec des enfants. Alors je comprends pour la dimension narrative, pour que vraiment elle soit touchée par le fléau et cette dimension émotionnelle du récit. Il y a une personne qui est lesbienne et qu'on suit activement. Après, je trouve que ça manque un peu de représentation, de représentativité, même si ça va être, sans spoiler, un des arcs narratifs qui va être soulevé par un de nos personnages. Je vais y revenir. Le deuxième point que j'ai vraiment apprécié, c'est la dimension politique de la gestion de la crise du fléau, des décisions politiques, de comment on prend la décision, qui sont questionnées et questionnables, notamment par rapport à la gestion de la crise du Covid que nous avons vécu. Donc ici, c'est pas la question des masques, etc., mais c'est des questions différentes sur qu'est-ce qu'on fait des hommes, est-ce qu'on les enferme pour les protéger, comme on avait pu faire avec les personnes âgées, est-ce qu'on a donc une solution différentielle de sortie de crise, ou au contraire, est-ce qu'on a une solution nationale, qu'est-ce qu'on fait de la communauté? Donc plein de questions comme ça qui vont se poser. Et je vous ai dit féministe parce qu'en fait ces questions elles sont aussi liées à notre monde sexiste. Par exemple au Royaume-Uni, il y a des métiers essentiels, là encore ça fait écho à la crise du Covid, qui vont disparaître parce qu'en fait ils étaient majoritairement exercés par les hommes. On pense notamment au métier d'électricien. Et donc, le Royaume-Uni va se retrouver avec un problème de gestion de l'électricité. Il va falloir former des femmes à ce métier-là. Autre critique du sexisme dans le milieu des affaires, la Silicon Valley qui disparaît vraiment parce qu'en fait, pareil, il y avait énormément d'hommes qui travaillaient dans ces fonctions-là. Voilà, ça questionne aussi le rapport à la séduction. Qu'est-ce que l'amour? Comment faire famille? Comment, en fait, qu'est-ce que c'est qu'être amoureux et amoureuse? Qu'est-ce que c'est qu'être hétérosexuel? Voilà, il y a énormément de questions qui sont posées du fait de la disparition de ces œuvres. Ce que j'ai apprécié, c'est à deux niveaux d'analyse. Premièrement, on n'a pas un essai, donc on n'a pas une réflexion comme ça sur des pages et des pages. C'est vraiment les personnages qui se retrouvent confrontés à des situations et du coup, elles vont devoir faire face à ces situations-là. Et deuxième élément, comme on a une galerie de personnages féminins, on va avoir aussi une multitude de solutions par rapport aux problèmes posés. Donc le ravitaillement, les femmes vont aller travailler dans les usines, elles vont exercer des métiers qu'elles n'exerçaient pas avant, par exemple l'électricien. Il y a la question de la promotion dans le milieu des affaires. Il y a cette question très intéressante sur la sexualité, le fait il y a une appli qui se développe, voilà, pour que les femmes rencontrent d'autres femmes. Encore une fois, il y a une multitude de solutions dues à cette multitude de personnages que moi j'ai vraiment adoré. J'ai trouvé la manière de faire avec cette disparition de l'homme très originale pour poser les questions du coup d'une société qui ne serait plus sexiste. Et encore, la question reste ouverte. Est-ce qu'il y a des formes de sexisme dans une société où il n'y a plus d'hommes? Je vous laisserai aller voir ce qui en est dit pour pas tout vous révéler dans le livre. Il y a une petite critique aussi en passant du capitalisme avec cette histoire du vaccin. Qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on doit le monétiser? Est-ce que c'est un bien collectif au sens un bien qui appartient à la communauté ou pas? Est-ce qu'on va venir rémunérer les chercheurs, chercheuses qui ont trouvé ce vaccin-là?
Voilà. C'est très léger. À mon sens, ça aurait été vraiment intéressant de développer ce point-là, mais c'est posé et encore une fois, cette multitude de personnages féminins fait qu'on peut se poser ces questions-là et avoir encore une fois une multitude de points de vue sur la question. Sur la question des minorités, pareil, c'est mentionné, même si c'est pas au cœur du livre et de l'histoire, mais au moins ça a le mérite d'être soulevé et ça a le mérite d'être dit noir sur blanc que le traitement qui en est fait dans ce livre-là n'est pas suffisant. Je vais prendre 2 exemples. On ne suit qu'une seule personne, je pense qu'on suit une dizaine de personnes en tout, on ne suit qu'une seule personne qui vient d'un pays en développement, et là en l'occurrence un pays très pauvre, et elle a très peu de pages comparées à toutes les personnes anglo-saxonnes que l'on rencontre. Et deuxièmement, c'est la question des personnes qui sont LGBT+. Je vous ai dit, il y a la question des relations lesbiennes qui va se poser à un moment donné. Mais encore une fois, la crise invisibilise ces personnes, invisibilise aussi les personnes trans. Et ça, c'est mis en évidence dans le livre, mais après, voilà, encore une fois, c'est très succinct. Donc, pour ce livre, j'ai vraiment aimé l'histoire, je me suis accrochée aux personnages, j'ai adoré les suivre, ça dure 4 ans. Le roman, donc vraiment j'ai adoré. J'ai trouvé que le point de départ était original ou en tout cas très intéressant pour nous poser en fait des questions qui sont pour moi de l'ordre féministe et au-delà des questions, en fait avoir une multitude de personnages féminins différents, actrices et qui passent le test Bechdel, c'est déjà un roman féministe en tout cas. J'ai vraiment aimé ce livre-là avec, attention par contre, trigger warning énoncé parce qu'il est très triste, très difficile à lire. Vraiment, ça nous replonge directement dans la gestion du Covid, qui peut être une gestion douloureuse encore collectivement et individuellement à l'heure actuelle. J'ai pas précisé, il est publié chez Gail Mester avec cette magnifique couverture. Et donc pour conclure cette vidéo sur les 3 livres que je vous ai présentés, j'ai aimé énormément le premier et le 3e livre pour des raisons totalement différentes. La poésie de Lorraine Bastide m'a touchée vraiment et c'est le mot que j'en retirerai de ce livre 2060 de Lorraine Bastide, c'est poétique. Et de l'autre côté, sans que ça soit en fait une opposition, La fin des hommes de Christina Sweeney Bia m'a émue parce que ça faisait référence à des choses qui me touchent moi individuellement et j'ai trouvé que le parti pris était vraiment original. Je m'arrête sur ce point-là et je vous dis encore merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un commentaire. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bisous!